Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En fait, votre programme, c'est un banco. Non, il y a plein de promesses, mais quand on gratte, il n'y a rien derrière. Gabriel Attal, 35 ans, beaucoup de brio. C'est un sujet qui est majeur. Non, vous pouvez pas dire que c'est un petit débat. Mais c'est pas de la popole, c'est la clarification. Vous avez du mal à épouser votre costume de Premier ministre. Bardella, 28 ans. Vous avez vu la maturité. Il est très intelligent, mais dans son récent débat avec Gabriel Attal, on a vu que ça ne tenait pas la route. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voyez bien qu'il y en a un qui a du mal à renvoyer la balle, et l'autre qui la renvoie avec une certaine délectation. Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux ? Et les masques sont tombés, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal au lendemain de son débat avec Jordan Bardella. Le Premier ministre et le président du RN se sont affrontés à moins de 3 semaines des élections européennes. Débat qui ne change rien pour le moment. Dans les intentions de vote, 33% pour le Rassemblement national et 16% pour Renaissance, selon le rolling IFOP fiducial des européennes. Jean-Marie. Oui, participation encore en baisse d'ailleurs à 47%. Comment on l'explique? Parlons vrai. Est-ce qu'avec 38 listes, c'est encore possible qu'aucune de ces listes ne mérite un bulletin de vote? On peut aussi vous demander si vous, qui nous écoutez, vous appliquez la technique du vote utile ou alors le vote de conviction dans le scrutin. Parlons vrai, quand vous votez, vous décidez longtemps à l'avance ou pas? On vous pose la question sur Twitter. Est-ce que vous avez fait votre choix? Vous répondez oui. À 93%. Ouais, exactement. Vous savez énorme. Pour qui vous voterez ou alors pour qui vous ne voterez pas. C'est déjà ça, c'est une première tendance. Philippe Bilger, est-ce que vous savez pour qui vous voterez ou pour qui vous ne voterez pas? Absolument. Je pourrais tenter de faire une réponse un peu évasive en disant que je vais aller picorer dans tel ou tel programme et en définitive choisir celui qui ressemblerait le plus à mon projet européen idéal. Mais en réalité, je le sais déjà depuis toujours pour qui je vais voter. Et en réalité, la campagne pour les européennes ne dément pas le choix que j'ai fait, même si parfois on peut être déçu par les sondages au regard de la qualité de tel ou tel candidat. Ce qui me frappe dans ce qu'a dit Jean-Marie, c'est que j'aurais espéré que la participation, au moins aujourd'hui, fut programmée plus large, parce que j'ai constaté hier en regardant le débat que beaucoup de Français allaient servir des élections européennes pour manifester une opposition au pouvoir en place. Mais apparemment, ça n'est pas le cas de tout le monde et je crains une abstention tout de même plus forte qu'on ne l'espérait. Loïc Le Floch, président. On n'a pas eu de passion et d'émotion sur le sujet. Donc effectivement, la majorité des gens qu'on voit qui vont aller voter le font pour des raisons qui n'ont rien d'européen. Et par ailleurs, le débat européen n'a pas passionné et n'était pas passionnant. Par conséquent, il n'a pas ce... oui, mais qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a parlé beaucoup d'Europe, par exemple, Farid? Est-ce que vous avez entendu parler beaucoup d'Europe? Absolument à part de sortir des dossiers. Mais c'est ça qui est vraiment attristant, c'est qu'on a une élection européenne qui est fondamentale dans la vision de ce que l'on veut envoyer comme parlementaire à l'Europe, de manière à défendre telle ou telle Europe. On peut ne pas être d'accord sur la vision, mais c'est fondamental. Les gens ne s'aperçoivent pas, ou en tout cas n'ont pas pris conscience que l'Europe, ça a un impact dans notre vie de tous les jours. Et justement, c'est l'occasion de dire, voilà, je suis pour ou contre telle ou telle vision de l'Europe. Or, en vérité, on a l'impression, comme l'a dit Philippe, que c'est essentiellement un vote sanction ou non du gouvernement et du président de la République, et pas sur d'autres considérations. On a parlé tout à l'heure d'hydrogène. Beaucoup de ces choses-là, en fait, se jouent à l'Europe, que ce soit les financements, que ce soit les directives, etc. Donc, moi, je trouve ça très triste. Après, il y a un autre élément qui fait que beaucoup de gens s'en désintéressent, c'est aussi le personnel. Quelles sont les personnes qui se présentent? Est-ce que véritablement ce sont des têtes d'affiche? À part, je suis désolé de le dire, à part le Rassemblement national qui a un président en exercice qui lui est tête de liste, les autres en réalité c'est pas trop ça, quoi. Je rebondis, est-ce que c'est parce que finalement le Français qui râle tout le temps en disant on ne nous demande jamais notre avis et quand on le donne on va à l'encontre de voilà, et de se dire que la première élection qui tombe, quelle que soit l'élection, on va vous montrer que nous on n'est pas d'accord?
Oui, vous avez raison. Et que du coup, ça crée un décalage. Moi, je suis exaspéré par l'esprit de contradiction des Français. À la fois, ils se plaignent de ne jamais être consultés, et quand ils ont l'occasion de l'être, et heureusement, Farid, hier soir, on a parlé que d'Europe, qu'on aime ou pas les contradicteurs, eh bien, les Français, après avoir râlé, et qu'ils ont la chance d'émettre une opinion, ils n'y vont pas. C'est particulièrement vrai sur l'Europe qu'on accuse depuis longtemps d'être lointaine des préoccupations des Français. Les élections européennes, ça a toujours été une élection où on vote le moins. C'était les premières où on votait à moins de 50% de participation, par exemple. Farid Temsamani. Et je rappelle qu'en fait, on a eu une modification du scrutin, si je dis pas de bêtises, déjà, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on va utiliser ce nouveau mode de scrutin. À l'époque, c'était encore plus vrai, c'est-à-dire que les gens sont désintéressés complètement. Après, il y a un autre élément, c'est que un certain nombre de référendums ont été est-ce qu'ils ont été en tout cas. Au moins un notamment, et du coup les Français n'ont pas été pris en considération, le vote des Français n'a pas été pris en considération, et je pense que ça a un impact lourd sur ce que les Français peuvent penser de cette élection-là. Alors une fois qu'on a parlé de la participation, il y a d'autres enseignements sur le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Le bloc de la droite, alors on peut l'appeler extrême droite radicale comme on veut, en tout cas tout ce qui est à la droite des Républicains à partir du Rassemblement National, 42%, c'est un record depuis le début du rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, 42%. Normalement, dans le bon vieux temps, ça suffisait pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, Philippe Bilger. Oui, et ça montre aussi que l'Europe macroniste, pour aller vite, elle est vraiment très fortement contestée. Tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des difficultés dans l'argumentation des droites, c'est de démontrer comment chacune de ces familles offre tout de même une vision originale de l'Europe. Je pense surtout aux Républicains par rapport à, par exemple, même le Rassemblement National. Il n'y a pas des gouffres entre ces familles-là. Et pourtant, les 7% des Républicains ne sont pas dans ces 42%. Ouais. Mais ce qui m'intéresserait de comprendre, est-ce que ces 42% représentent finalement une nouvelle conviction des Français, ou c'est une réaction? C'est ça qu'il faut définir aussi. Est-ce que véritablement le pays vire à droite par conviction, parce que les choses évoluent, changent, ou est-ce que c'est finalement un matraquage et une réaction, Loïc Le Floch? Moi, je pense que la politique qui consiste à aller vers un fédéralisme plus important et vers une autorité non élue plus importante comme la Commission est complètement méprisée par les Français. Alors, ceci les conduit à ne pas voter ou à voter contre, mais le fédéralisme tel qu'il avait été imaginé a du plomb dans l'aile, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, nous ne sommes pas l'Allemagne. C'est-à-dire que nous n'avons pas une culture fédéraliste et ça continue et ça continue à se faire, et le fait d'avoir des gens qui sont relativement proches du fédéralisme a conduit soit au vote de la droite que vous avez indiqué, soit à dire mais ils nous embêtent. Il n'y a pas une volonté française au-delà de quelques pourcents d'aller vers une Europe fédérale, c'est pas vrai. Farid Temsamani. Ouais, c'est notamment c'est la raison pour laquelle il y a un véritable désamour des Français de cette élection-là. Et mais encore une fois, on va s'en apercevoir parce que les scores vont être assez conséquents dans les contres en vérité cette Europe-là. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Là, l'élection, c'est les élections européennes, c'est quelle vision on peut avoir dans cette Europe-là, pour la France. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, ça n'est pas assez bien, excusez-moi du terme, assez bien vendu par les différents protagonistes. Et on a parlé tout à l'heure de plus de trentaine de listes candidates. 38, c'est juste, c'est énorme. C'est juste n'importe quoi. Effectivement. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Loïc Le Floch-Préjean, merci beaucoup Farid Temsamani. Et puis, il y a une chose importante ce soir. Mais vous savez quoi, on a trouvé quelqu'un qui aime l'Europe, lui. Il s'appelle Alexandre Priam. Il est avec nous.
c'est le service des sports de Sud Radio. Bonsoir Alexandre. Salut Alexandre. Bonsoir les vraies voix, comment ça va? La voix qui nous fait rêver. Ouais, la voix du rugby. On va vous retrouver notamment demain pour la finale de la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain contre le Leinster à 15h45. Mais d'abord, on vous retrouve ce soir parce qu'il y a un match entre un ancien grand d'Europe et un ancien grand du championnat de France à vivre sur Sud Radio avec vous Alexandre. Ah, c'est un magnifique match ce soir du côté de Raoul Barrière. Ce Brive, Béziers, ce Béziers-Brive exactement, 17 000 personnes qui seront présentes dans l'Hérault pour ce match. En fait un peu historique parce que ce stade Raoul Barrière, anciennement appelé stade de la Méditerranée, n'a pas été rempli à ces proportions-là. En fait, depuis des années et des années, on parle de 17 000 personnes aujourd'hui à Béziers. C'est colossal, 17 000 personnes. On a ouvert les pesages pour la première fois depuis 2002. C'est un immense rendez-vous ce soir sur Sud Radio. C'est la vérité peut-être de 30 journées de Pro D2 qui va être révélée ce soir sur ce barrage entre Béziers et Brive. Il va y avoir des chocs, il va y avoir une ambiance monumentale. On y sera évidemment dans quelques minutes sur Sud Radio à partir de 19h et puis on évoquera longuement et avec plaisir la finale de la Champions Cup demain, Leinster-Toulouse qui aura lieu à Londres avec Daniel Herrero et François Trio. Ouais, et sur Sud Radio, la radio du rugby. Fallait qu'on le dise quand même. Exactement. Coup d'envoi ce soir à 21h et le deuxième 15h45 demain pour la finale de la Coupe d'Europe. Merci Cécile. Merci beaucoup Alexandre Priam. Merci beaucoup Jean-Marie Bordry. Dans un instant, les incontournables de la gestion du patrimoine avec Thomas Binet, et on se retrouve lundi à partir de 17h pour les vraies voix. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon week-end. Salut. Merci beaucoup. À lundi. Merci.